Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être nombreux sous cette magnifique serre pour ces rencontres de la francophonie. Nous avons de sacrées voix, pas tout à fait d'Orléans, un peu plus du sud que d'Orléans, mais qui sont avec nous pour aborder avec vous la question du progrès scientifique et du dialogue des cultures. Comment le progrès scientifique peut-il être un terreau pour l'humanité? Comment pouvons-nous partager des valeurs, faciliter peut-être une définition de ce que nous sommes tous? Pour parler de progrès scientifique, mais aussi de liberté, de science, d'évolution, de réflexion. Nous sommes en compagnie de Fawzia Charfi. Bonjour Fawzia. Je suis ravie d'être avec vous ici aux Voix d'Orléans. Vous êtes physicienne, professeure à l'Université de Tunis, engagée, chercheuse extrêmement engagée dans le gouvernement à l'époque provisoire après la révolution tunisienne, auteure de Sciences voilées et de Sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Vicky de la compagnie L'Idée du Nord nous lire un petit extrait de ce que vous lui avez confié justement. La tradition en pays d'islam a volontairement laissé de côté son héritage intellectuel, qu'il s'agisse de sa science ou de sa philosophie, de la mise en œuvre de la rationalité pour réactiver et transformer la pensée antique. On connaît le sort qui fut réservé à Averroès, à qui les théologiens préfèrent Ghazali. On n'entend que trop les attaques des islamistes contre les modernistes, accusés d'être plus attachés aux philosophes grecs et étrangers qu'à leur tradition. Deux propositions différentes de définition de l'identité historico-culturelle du monde arabo-musulman qui sont les sources de l'affrontement entre modernistes et islamistes. L'une enrichie du patrimoine universel, l'autre refusant tout ce qui n'est pas islamique. Faut-il rappeler aux islamistes, dont le mot d'ordre permanent est le refus de la pensée universelle, que les Arabes ont joué un rôle déterminant dans la formation de l'identité intellectuelle de l'Europe, un fait qu'il n'est pas possible de discuter à moins de nier l'évidence? Alain de Libera conclut: la simple probité intellectuelle veut que la relation de l'Occident à la nation arabe passe aujourd'hui par la reconnaissance d'un héritage oublié. Cette reconnaissance par les uns et par les autres fait partie du travail que nous devons aujourd'hui poursuivre contre l'obscurantisme qui revient à vive allure. Merci pour cette lecture, Vicky. Merci pour ce texte, Fawzia Charfi, qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, que ce soit entre l'Occident et l'Orient, entre le Nord et le Sud. Nous sommes en compagnie du professeur Abdou Salam Sall, que je suis ravie d'accueillir, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de chimie bio-inorganique et également auteur de plusieurs ouvrages. J'en ai un sous les yeux, La gouvernance universitaire, une expérience africaine. Comment aussi reconnaître que le progrès scientifique, que la science, les mathématiques sont nées, comme nous tous d'ailleurs, en terre d'Afrique, et comment pouvoir aujourd'hui faire fructifier cette science partout, ensemble, jusqu'en terre d'Afrique. Je vous propose d'écouter Alexis de l'Idée du Nord nous lire un extrait d'écrit d'Abdou Salam Sall. Bien, je vais lire en l'occurrence l'extrait de ce livre, Gouvernance universitaire, une expérience africaine. La Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur a recommandé à l'enseignement supérieur de promouvoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Si la formation et la recherche prennent en charge le savoir et le savoir-faire, leur production et leur diffusion, quels sont les dispositifs pour la large vulgarisation du savoir-être ? À côté des filières disciplinaires classiques, se développent de plus en plus des filières professionnalisantes qui s'articulent autour du savoir-faire. Le développement des filières fléchées illustre la volonté des établissements d'enseignement supérieur de tenir compte des besoins du marché et de l'insertion rapide de leurs diplômés. S'il est vrai que les compétences fléchées permettent un placement rapide, les diplômés utilisent rapidement des compétences génériques pour avancer dans leur carrière. Communication, écoute, diriger des réunions et des groupes, faire des rapports, présenter des résultats, leadership, etc.
Il est largement partagé que la différence fondamentale entre les êtres humains dans la société ne s'explique pas uniquement par les compétences liées aux spécialités des uns et des autres, mais par les valeurs que les uns ont et que les autres n'ont pas. La Déclaration des droits de l'homme précise, dans l'alinéa 2 de l'article 26, « L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes sociaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. » Les étudiants arrivent à l'université entre 18 et 21 ans et en sortent avec leur parchemin entre 23 ans et 26 ans. Ils terminent ainsi leur adolescence à l'université et y commencent leur vie d'adulte. Comment l'enseignement supérieur ne prend-il pas en charge les valeurs à promouvoir afin que tous ces étudiants partagent ces valeurs et les diffusent dans la société pour la transformer en l'améliorant en permanence? Outre la promotion de l'économie, l'enseignement supérieur doit promouvoir la culture et le social, donc l'être. Merci, professeur Abdou Salam Sall, pour ce savoir-être dont nous avons tant besoin aujourd'hui, ici comme ailleurs et partout dans le monde. Je suis très heureuse d'être également en votre compagnie, Nidal Guessoum. Vous êtes un astrophysicien né en Algérie, aujourd'hui professeur de physique et d'astronomie à l'Université américaine de Sharjah, dans les Émirats arabes unis. Auteur de plusieurs ouvrages, vous réfléchissez beaucoup à la question entre islam et science, comment concilier le Coran et la science moderne, une des questions que nous aborderons entre autres, et que je vais demander encore une fois à Alexis de nous lire un petit extrait, je pense, de cet ouvrage, justement. Tout à fait, absolument. Islam et science, comment concilier le Coran et la science moderne, de Nidal Guessoum, donc. L'islam a, par le passé, prouvé qu'il était capable d'intégrer entièrement la connaissance scientifique dans sa propre vision du monde et de produire des contributions intellectuelles importantes dans divers domaines et secteurs. Les philosophes, d'Al-Kidni à Ibn Rushd, ont entièrement digéré la philosophie hellénistique. Les scientifiques, d'Ibn al-Haytham et al-Biruni à Al-Tuzi et Ibn al-Shatir, ont fait de même avec la science babylonienne et grecque, l'astronomie en particulier. Et les médecins, d'Ibn Sina à Ibn al-Nafis également. Ils sont cependant allés plus loin que leurs prédécesseurs, révélant leurs erreurs, découvrant de nouveaux faits, inventant de nouvelles méthodes et outils et produisant une civilisation authentique, organiquement cultivée. L'islam est parvenu à réaliser cette grande civilisation synthétique lorsqu'il s'est ouvert sur le monde avec confiance, en permettant à des penseurs d'assimiler entièrement les sciences et l'héritage philosophique de l'humanité, et d'explorer sans crainte de nouvelles idées et routes. En effet, les penseurs, aussi bien séculiers que religieux, ont confirmé la déclaration prophétique. Toute personne faisant un effort intellectuel, ijtihad, et réussissant à atteindre une certaine vérité, recevra 2 récompenses. Et toute personne produisant un effort, mais se trompant en cours de route, recevra 1 récompense pour l'effort effectué. La société musulmane doit, aujourd'hui plus que jamais, retrouver cet esprit. Elle doit reconnaître l'importance multidimensionnelle de la science, réadopter cette attitude interactive ouverte et allier intelligemment les idées modernes avec ses propres principes. C'est la mission que des scientifiques et intellectuels musulmans comme moi doivent poursuivre. Merci Nidal Guessoum, une mission que vous poursuivez aujourd'hui du côté des Émirats arabes unis, où vous enseignez à l'université de Sharjah. La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle du progrès scientifique. Alors on en est où justement par rapport à ce progrès scientifique aux Émirats arabes unis, en pays musulman, où vous enseignez l'astrophysique? Votre micro. Oui. D'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs parce que je suis doublement enchanté. D'abord, de découvrir ces voix d'Orléans, parce j'ai eu l'occasion d'écouter des voix remarquables entre hier et aujourd'hui à travers toutes ces tables rondes. C'est un plus, un bonus pour moi.
et d'avoir découvert cette ville pour la première fois, malgré mes allées et venues en France des centaines de fois. Et j'ai eu juste l'occasion après le déjeuner d'aller faire un petit tour dans la cathédrale et je suis encore sous l'émotion. Nourri, vous êtes nourri, Nidal Dessou, oui, mais vous allez nous nourrir. Intellectuellement. Maintenant, le progrès scientifique, évidemment, tout dépend comment on le perçoit et comment on essaie de le mesurer. Est-ce que le progrès scientifique veut dire les grandes avancées, les grandes découvertes de nouveaux sauts quantiques, ou est-ce qu'il veut dire une plus grande participation de l'humanité, une plus grande ouverture, une plus grande humilité envers le champ scientifique, une plus grande participation de la société elle-même, de manière plus générale, une plus grande alliance avec les philosophes, avec les spécialistes de l'éthique, avec les spécialistes de l'histoire, etc. Juste pour donner une petite anecdote, pour voir comment les choses avancent, il y a à peu près 25 ans, un livre est apparu aux États-Unis qui avait fait des remous à l'époque. C'était le livre de John Horgan, qui était à l'époque éditeur du Scientific American, donc il était bien au courant des développements de la science. Et le livre était intitulé The End of Science, la fin de la science. Et sa thèse était que si on regarde le développement de la science dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, durant les 20-30 premières années du XXe siècle, il y a eu plusieurs révolutions extraordinaires. Il y a eu la physique quantique, il y a eu la physique nucléaire, il y a eu la relativité restreinte puis générale d'Einstein, il y a eu la cosmologie, il y a eu le Big Bang, et ensuite, quelques décennies plus tard, il y a eu la découverte de l'ADN, la génétique, etc. Et John Horgan a dit, si on regarde maintenant les 40 dernières années, 50 dernières années, surtout en physique, il n'y a eu rien. Et il me semble, dit John Horgan, il me semble que la science est en train de tirer vers la fin, est en train d'avoir plus ou moins couvert l'essentiel, et il ne lui reste que quelques détails. Oui. Il s'avère que... presque 100 ans auparavant, Lord Kelvin avait dit exactement la même chose et 10 ans, 20 ans plus tard, il avait été secoué par Einstein, Planck et d'autres. Et effectivement, John Horgan a été secoué 5-10 années plus tard parce qu'il y a eu la découverte d'abord que l'univers est en train d'accélérer son expansion, que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui, que personne n'avait prévu. On a découvert quelques années plus tard la première exoplanète et en 20 ans, nous avons maintenant 3700 exoplanètes, ce que nous avions prévu ou pensé, mais qu'on n'avait pas découvert. Et là, nous avons été tout de suite éblouis par le spectre d'exoplanètes qui existent et la remise en question de la formation des planètes, etc. etc. Quelques années plus tard, il y a eu les grands développements en génétique, avec par exemple la technique de CRISPR qui est en train de révolutionner de manière peut-être un peu dangereuse la génétique. Qui permettrait de manipuler le vivant. Oui. Et enfin, il y a 2-3 ans maintenant, la découverte, la détection, la première fois des ondes gravitationnelles, dont Einstein lui-même avait dit « je ne pense pas que ça sera découvert dans les 1000 prochaines années ». Donc la science est loin d'être finie, mais simplement l'univers de ce que l'on ne sait pas ne cesse de s'étendre finalement. Hein, les questions ne cessent de s'ouvrir. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que maintenant il y a une autre dimension du progrès scientifique, surtout dans la perspective du dialogue des cultures, le thème de notre séance. C'est que, est-ce que ce progrès scientifique est en train de se faire par quelques nations ou est-ce qu'il est en train d'être fait par toute l'humanité? Quelle est la participation, quelle est cette diffusion du savoir et de la recherche dans le monde? Alors on peut par exemple le mesurer par quel est le pourcentage du budget alloué à la recherche scientifique par rapport au produit national brut dans le monde. Il se trouve, moi je connais bien le monde arabo-musulman, que dans le monde musulman, 56-57 pays de majorité musulmane, il y a un seul pays, la Malaisie, qui débourse un peu plus de 1% de son produit national brut, 1,1%, alors que la moyenne mondiale est de 1,8%. L'Arabie Saoudite, par exemple, ce n'est pas pour taper sur l'Arabie Saoudite, débourse moins de 1/4% par rapport à 1,8%, Israël 4,3%, juste pour donner quelques idées. Maintenant, tout n'est pas sombre non plus sur ce plan-là. Il y a eu des développements extraordinairement importants. Bon, je ne veux pas accaparer la parole trop longtemps, mais je vous donnerai peut-être 1 ou 2 exemples plus tard pour dire qu'il y a matière à être optimiste. Matière à être optimiste. Pour ce qui est, nous restons dans le Maghreb avec vous, Fawzia Charfi, pour nous intéresser au cas de la Tunisie, qui est quand même un peu particulier. Quel est le rapport justement à la science, au progrès scientifique en Tunisie ?
Comment ça s'est passé? Vous allez nous refaire un petit peu d'histoire. Oui, merci de me donner l'occasion de parler d'un peu d'histoire, parce que souvent, on fait référence aujourd'hui à la Tunisie comme un pays d'exception. Je suis très heureuse de dire peut-être que voilà, c'est un pays un petit peu à part, un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Il y a le soleil, mais c'est peut-être la ressource la plus importante, mais il y a une évolution qu'a connue ce pays au XIXe siècle et qui est très intéressante et qui est importante par rapport à notre propos sur le progrès. Parce qu'au début du XIXe siècle, donc, la Tunisie et les dirigeants en Tunisie ont réalisé le retard scientifique qu'avait le pays par rapport au reste du monde. C'était le contre-coup de l'expédition Bonaparte, donc en Égypte, fin du XVIIIe, 1798. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment la prise de conscience que ce décalage en fait entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée pouvait être effectivement grave pour l'avenir de nos pays. Donc du Maghreb et l'Égypte, il y a eu un peu la même réaction. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a pris conscience que la science était importante, mais en même temps, on a pris conscience qu'il fallait changer les institutions politiques. Et c'est là où... Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ce moment historique est très important, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui le progrès scientifique sans qu'il y ait aussi des institutions qui soit garante quand même de certaines valeurs, etc., sans qu'il y ait une justice, sans qu'il y ait aussi la liberté à tout point de vue du citoyen, mais la liberté aussi, les libertés académiques, la liberté de créer. Et il faut un cadre. Il faut un cadre, voilà. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir que, même si on n'est pas encore arrivé au bout de notre progression, je dirais. Mais, vous voyez, l'abolition de l'esclavage, c'est 1842-1846, c'est un des premiers grands moments de la Tunisie du 19e siècle. C'est très important. 1857, le pacte fondamental, donc c'est une sorte de première déclaration des droits de l'homme pour justement commencer à accorder donc aux Tunisiens leurs droits fondamentaux. 1861, une première constitution, et en parallèle, voilà, 1840, la création de l'académie militaire où, pour la première fois, on enseignait les sciences modernes et on introduisait l'enseignement des sciences, des langues étrangères. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on réalisait que tout ça aller ensemble. Et je crois que c'est très important. Donc de réaliser qu'il y a l'émancipation, la liberté, les langues étrangères, la science, l'idée de progrès, la justice. Voilà. Ça, c'était il y a un siècle. Aujourd'hui, la science va extrêmement vite. Les technologies aussi. Oui. Comment pouvoir englober tout le monde? Comment ne laisser personne de côté? Vous avez voulu revenir sur l'histoire. J'ai envie de faire intervenir le professeur Abdou Salam Sall sur la question de l'Afrique aussi, dans cette perspective de progrès scientifique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est aussi le berceau des mathématiques et de la science. On peut remonter un peu en arrière pour pouvoir justement être tous ensemble sur la même planète et dans une vision commune. Vous avez envie de remonter, vous aussi, un peu le temps, Abdou Salam Sall. Je vous remercie. Je remercie l'auditoire. Vous me permettrez d'abord de remercier le maire d'Orléans, président d'Orléans Métropole, M. Olivier Carré. Combien me touche l'honneur que me fait sa ville, sa métropole, en me conviant à ce banquet. Parlez bien devant le micro. Des voix d'Orléans. Vous avez parfaitement raison. L'humanité toute entière doit être fière des avancées scientifiques. Les découvertes scientifiques, la science a évolué par mutualisation successive des résultats de la science. Contrairement à Olivier Kahn, qui date les choses d'il y a 3 siècles, il faut remonter à l'Égypte pharaonique
pour trouver les prémices même de la science moderne. Hérodote est clair là-dessus. Les Grecs ont bien emprunté la science à l'Égypte. Et Cheikh Anta Diop a démontré que pour l'essentiel, l'Égypte était noire. Mais vous venez de le dire, nous tous, nous venons de ce berceau de civilisation. Une petite anecdote, on était au Rwanda, discutant du partenariat États-Unis-Afrique. Et j'ai dit à un noir américain, « Welcome back home ». Un blanc américain m'a dit, moi aussi je suis de retour chez moi, dès lors que nous tous, nous venons d'ici. On reviendra là-dessus sur cette question. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nous profitons tous des découvertes de la science. À chaque pas, on a les découvertes de la science. Assez souvent, sans nous en rendre compte. Prenons 3 groupes d'avancées scientifiques. Quand on découvrait l'écriture, vous vous rendez compte de ce que ça représentait? L'imprimerie, la radio, la télévision, le téléphone, l'ordinateur, l'Internet, la tablette, la robotique et le big data. Vous voyez comment ça a bouleversé les choses? Prenons dans le cas de la mobilité, la roue. Vous vous rendez compte ce que ça a représenté de découvrir la roue, de découvrir la machine, la voiture, le bateau, le train, l'avion, la fusée, etc. Mais revenons aux vaccins dans le champ de la médecine, des médicaments, de la pénicilline, de l'anesthésie, de la radiographie, du génome, de l'ADN, des protéines. Comme vous le savez, les protéines sont formées que par 20 acides aminés. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des métallochampérones qui orientent les métaux dans l'organisme humain et qui, si on les maîtrise, on peut faire une médicamentation fléchée. Vous voyez combien on bénéficie de ça. Et chacun d'entre nous peut en être fier. Mais il faut se poser la question. Est-ce que le projet scientifique engendre le développement de l'emploi? Nous reconnaissons tous que la globalisation actuelle ne produit pas suffisamment d'emplois. Mais nous pouvons absoudre la science. La science ne dicte pas les valeurs. Elle ne définit pas le sens de la vie humaine, ni n'indique comment vivre ensemble. Tout ceci relevant de la seule responsabilité des hommes. C'était la conclusion du discours de Khan hier. Notre responsabilité est engagée. Quand je dis que notre responsabilité est engagée, nous aussi, nous devons voir en Afrique quelle va être notre contribution au développement de la science. Oui, la science a pris racine en Afrique. Aujourd'hui, on ne compte pas au niveau de la science. Mais il est possible de compter si nous prenons des mesures structurelles qui nous permettent aussi de travailler dans la science. Caroline, le budget de la National Science Foundation en 2014 était de 7 626 milliards de dollars américains. Et ça ne représentait que 21% du budget fédéral de recherche. L'Afrique aussi, pour compter, devra prendre un outil stratégique pour compter. On a proposé et documenté dans l'ouvrage que vous avez la Fondation africaine pour la recherche, l'innovation et la mobilité, financée entre autres par 2 à 5% du produit de la vente des matières premières d'Afrique. Et je suis convaincu que si l'Afrique prend cette mesure stratégique dans le sillage du développement durable qui consiste à utiliser les ressources naturelles aujourd'hui et à penser aux générations futures,
En investissant cela dans les imaginaires, demain l'Afrique aussi reviendra dans ce cercle qui construit le savoir, mais le savoir orienté pour le bien-être des populations. Le savoir orienté pour le bien-être des populations. Je vous reprends là-dessus parce qu'effectivement, comment faire pour que le Sud, le continent africain revienne sur la carte de la recherche scientifique, fasse partie de ce progrès scientifique, parce qu'on assiste aussi aujourd'hui, en Occident comme en Orient, à de grosses questions autour de la science. Nida El-Guessoum, vous avez travaillé sur ces questions entre islam et science. Comment est-ce que c'est perçu justement aujourd'hui, en 2018, le développement de la science? Comment faire pour que justement ça ne soit pas qu'une science occidentale, qu'une science pour les riches, ou qu'une science qui aille trop vite, même pour les riches? Oui, Caroline, tout à fait. Ce sont ces questions qui sont posées un peu partout dans le monde. Il y a des questions d'utilité, voire d'utilitarisme. La science est souvent perçue comme étant un outil de bien-être, ou devrait être un outil de bien-être, et pas seulement un outil de découverte, de connaissance, d'approfondissement, même d'élévation intellectuelle, disons. Moi, je suis un peu sur l'autre versant. J'essaie toujours de tirer vers cette direction de connaissance, d'éclairement, d'enlightenment, etc., que la science... D'esprit de nous faire avancer. Voilà, de nous faire avancer comme humains. Mais je sais que un peu partout dans le monde, il y a cette poussée, cette insistance que la science doit servir la vie humaine et pas la vie intellectuelle. Donc ça, c'est une direction, et il y a toute une discussion, toute une culture à développer. Mais peut-être la science peut-elle servir et le bien-être humain, oui, et la vie intellectuelle, le savoir et la connaissance. Peut-être l'un n'est pas antinomique de l'autre. Bien sûr. Et c'est là que, par exemple, il y a l'autre question importante qui est souvent soulevée, qui est la question de l'éthique. Est-ce que toute connaissance est valable, ou que toute connaissance vaut d'être découverte? Les gens disent, mais pourquoi vous essayez de manipuler les gènes? Pourquoi? Et on essaie de leur expliquer que c'est en même temps une compréhension des gènes, en même temps une compréhension de comment les gènes fonctionnent et donc comment les utiliser encore mieux. Mais en même temps, il y a ce risque de dérapage, de développement de monstres, etc. Et donc il y a des outils à développer pour qu'on l'utilise au mieux et pas dans le pire. Il y a enfin cette nécessité d'associer tout le monde. Que les gens disent, bah oui, mais tout ça, ça se fait ailleurs, et vous, tout ce que vous faites, c'est de nous traduire ça, ou de nous rapporter, voilà ce qui a été fait, toutes ces grandes découvertes, tous ces grands développements, ils se font en Occident. Et en fait, on commence à voir une résistance envers ce développement, parce qu'il y a un risque de fuite des cerveaux. Parce que nos meilleurs cerveaux, lorsqu'ils découvrent et lorsqu'on les initie à ce genre de sciences, et qu'ils deviennent capables de faire ce genre de recherche, eh bien, où est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce genre de recherche? Dans les laboratoires et dans les centres de recherche occidentaux. Et les centres et les laboratoires occidentaux sont très heureux de les accueillir et de les tirer. Donc c'est une matière grise qui est perdue pour le reste du monde. Donc comment faire que le reste du monde participe, qu'il supporte, qu'il soutienne ce genre d'initiative scientifique, développement, recherche, etc., mais en même temps qu'il ne soit pas, imposé, pénalisé, parce qu'il a participé, parce qu'il a dit oui, c'est une bonne chose à faire. Donc il y a beaucoup de développements complexes qui se font à travers les universités, à travers les médias, à travers les politiques de recherche, les policies de recherche un peu partout dans le monde. Ça, moi, je le constate tout le temps dans les discussions avec les responsables et avec les acteurs de la vie civile. Fawzia Charfi, en Tunisie, ça se passe comment, justement, par rapport à cette réappropriation aussi? Est-ce qu'on peut mener toutes les recherches qu'on veut aujourd'hui? Quelles sont les questions, les obstacles? Bon, je pense qu'on peut mener toutes les recherches. Le problème est un problème réel, c'est un problème de financement, parce qu'on ne peut pas évoluer dans tous les domaines scientifiques. Mais ce qui est très intéressant, tout à l'heure je parlais d'institutions, c'est par exemple un des domaines qui est très en avance en Tunisie, c'est le domaine de la biologie et des biotechnologies.
Et en fait, ce n'est pas tout à fait le fait du hasard, bien sûr, il y a des chercheurs compétents, etc. Mais il faut savoir que l'Institut Pasteur, à Tunis, a été créé à la fin du 19e siècle. Donc c'était une des premières institutions scientifiques avec l'Institut national agronomique. Et alors, là, vous voyez, il y a eu une tradition en fait de recherche dans le domaine de la biologie qui a été réactualisée avec l'introduction de la biologie moléculaire. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas de résistance, en quelque sorte. Parce qu'il y avait une tradition, finalement. Il y a une tradition qui a eu le temps. Il y a eu du temps, un peu de... Il y a eu du temps, mais il y a aussi peut-être parfois, on s'imagine que le poids de la religion peut être un frein. Moi, je fais la distinction entre les mouvements politiques religieux et la religion en tant que telle. Et en fait, il y a eu des discussions sur les questions éthiques liées à la biologie, etc., dans les années, début des années 90, avec des responsables religieux, ce qu'on appelle le grand mufti, qui considérait qu'il n'y avait aucune opposition religieuse au développement de la biologie moléculaire et qui même était consulté par des chercheurs en France de culture musulmane qui se sont appuyés sur ce point de vue-là, donc très, très ouvert par rapport à la science. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Par contre, je dirais, là où peut-être il peut y avoir inquiétude par rapport au développement scientifique et aux technologies en Tunisie, c'est dans le domaine de l'agriculture. Parce que la Tunisie est un pays essentiellement agricole, et peut-être ce que je dis sur la Tunisie peut être vrai aussi pour l'Algérie. Et en fait, il est vrai que peut-être on a un peu trop facilement accepté, on va dire, certaines dérives sur le plan agricole, certaines pratiques agricoles qui fatiguent nos sols, qui limitent nos semences, etc. Et ça, je pense qu'on n'est peut-être pas encore suffisamment conscient que nous sommes en train de perdre une richesse du fait, entre guillemets, du développement de la science. Donc c'est assez... on est dans des ambiguïtés, voilà, on est dans des paradoxes, dans des complexités. Et là, nous avons exactement, à ce niveau-là, en fait, nous vivons exactement les mêmes problèmes que les pays développés, parce que nous sommes proches aussi. Mais et que c'est par modernité, j'ai envie de vous adresser la parole, évidemment, Abdou Salam Sall, puisque vous avez présenté ce film sur la muraille verte, et que Fawzia Charfi parlait des questions d'agriculture, de développement de la science. Aujourd'hui, la science devrait se développer en pensant au développement durable, évidemment. Enfin, maintenant, il faut prendre en compte un monde dans son entier, une terre finie, limitée, de plus en plus complexe. Est-ce que, par exemple, sur le continent africain, où il faut un peu tout redémarrer, est-ce qu'on peut redémarrer cette science en incluant immédiatement toutes ces questions environnementales qui se posent à nous tous sur Terre? Oui, il faut, peut-être que beaucoup ne le savent pas ici, l'école de médecine de Dakar date de 1918. Quand on crée l'université de Dakar en 1957, c'était la 18e université française. Mais, donc il y a une tradition. Jusqu'à les Français sont partis massivement en 1970. De 1970 à 2003, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de recherche à l'université de Dakar. Moi-même, j'en suis un produit. J'ai fait toutes mes thèses à l'université de Dakar et j'ai fait un postdoc à l'université de Padova en Italie. Mais il n'y avait pas de politique de recherche. Aujourd'hui, dans l'ouvrage, dans la partie recherche, on propose notre expérience pour réorganiser le dispositif de recherche à l'intérieur des universités. D'abord, à partir d'un conseil scientifique qui a toutes les responsabilités, de sorte que le recteur est dessaisi des choses qu'il ne comprend pas très bien, il ne comprend pas entièrement. Une organisation des écoles doctorales sur la base de la transdisciplinarité, c'est difficile, c'est facile à proclamer. C'est très difficile de faire véritablement la transdisciplinarité.
sur les 7 écoles doctorales qu'on a créées, il n'y a qu'une seule école doctorale transdisciplinaire. Mais les autres sont pluridisciplinaires et ont une masse critique, de sorte que le jeune peut entrer dans une discipline, mais a une idée de l'ensemble des autres disciplines connexes pour être un expert. Nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration de l'environnement de travail. Qu'il me plaise ici de saluer la communauté scientifique internationale. Nous tous, qui sommes des professeurs aujourd'hui dans les universités du Sud, nous devons cela à nos pairs européens, américains et autres qui nous ont accueillis dans les laboratoires, qui nous ont fait partager le savoir et qui ont la volonté de faire revenir la science en Afrique. Je crois qu'il y a un représentant de EMS ici, il pourra dire la même chose. Donc c'est vraiment soutien en réseau, interdisciplinarité, soutien en réseau de recherche. Tous ceux qui sont scientifiques du monde ont une seule volonté, c'est le développement de la science partout dans le monde. Maintenant, il y a le problème du financement de la recherche. Il faudrait qu'on puisse adresser cette question sérieusement. Pas au niveau de nos universités, mais en améliorant l'environnement de travail. Et c'est pour cela que j'ai proposé la FARIM. 5e point, c'est la vulgarisation des droits de propriété intellectuelle et la valorisation des résultats de recherche. Il est extrêmement important que nous puissions passer de la science au marché. Ce n'est pas une affaire facile. C'est des affaires extrêmement complexes. De pouvoir publier, de pouvoir être reconnu. Mais d'avoir un impact. Quand j'étais recteur, moi je suis des sciences fondamentales, je suis chimiste. J'utilisais les plateaux de Padova pour publier dans les revues de standard. Je pouvais avancer dans ma carrière. Mais ma connaissance n'impactait pas l'industrie locale. Parce que je n'ai pas les équipements physico-chimiques lourds pour aider au développement de l'industrie locale. Je puis dire qu'on va avoir cet environnement-là après tant d'efforts. Et à partir de cet instant, on pourra produire la science in situ, mais surtout que l'équipement scientifique dans le laboratoire participe à l'environnement de l'écosystème industriel. Et de sorte, on pourra créer le lien, je crois que quelqu'un l'a rappelé hier, la société moderne fonctionne à partir d'un partenariat entre le monde académique, les gouvernants, le secteur privé, et moi j'ai tendance à ajouter la société civile. Parce qu'il faut ajouter la société civile, évidemment. Nidal Guessoum, on a parlé donc de questions de financement, de questions politiques, de questions de liberté d'esprit, d'avoir aussi un peu eu du temps aussi pour digérer, faire avancer. Quels sont pour vous les plus gros obstacles aujourd'hui à la recherche, notamment dans les pays musulmans, en élargissant pays musulmans au sud, ailleurs qu'en Occident, on va dire? Pour continuer un peu sur ce que disait le professeur Abdussalam Sall, il y a un autre problème qui est très relié à ce qu'il vient de dire et qui est la capacité à publier les travaux qui viennent du tiers-monde, pour simplifier. D'abord, il est très cher, très souvent, les gens ne savent pas qu'il y a des revues qui sont gratuites, de publications gratuites, mais bon, certaines, et ça dépend des niveaux, ça dépend où, etc. etc. Je ne parle pas du problème de la langue, parce qu'évidemment, il est admis aujourd'hui, que c'est l'anglais. Que c'est l'anglais, qu'il faut écrire en anglais, et que si on n'écrit pas bien en anglais, déjà, la lecture du papier, même s'il y a des idées intéressantes, va être tout de suite ignorée. Bon, je ne parle pas de la langue, mais il faut déjà payer. 1. 2, pour avoir accès à ce qui a été publié déjà, la plupart des revues sont excessivement chères. Et très peu d'universités dans le monde peuvent se permettre de s'abonner aux revues, même les revues les plus importantes. Donc, et même quand on va sur les sites web, vous pouvez faire tout de suite, aller sur Nature, aller sur Science, aller sur PhysRev.Let, aller sur toutes les plus grandes revues, essayez de taper sur un des travaux les plus récents, durant la dernière année, disons, vous n'aurez pas accès. Vous aurez à peine accès à l'abstract, et puis après on vous dira, cliquez ici pour payer. Et si vous ne pouvez pas payer, eh ben, tough luck, comme disent les Américains. Tant pis pour vous. Vous reviendrez. Donc ça, c'est un deuxième problème. Il y a un autre problème qui est encore plus sournois, qui est un peu plus caché.
c'est que quand on soumet un article d'une université qui est très connue par rapport à soumettre le même papier d'une université qui est peu connue, eh bien vous vous rendez compte que inconsciemment, les papiers qui viennent de noms inconnus, d'universités inconnues, vont être vraiment regardés de très 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 près. Et très souvent, on va dire... Et les plus inconnus sont au sud ou en Orient en général, hein, on est bien d'accord. Exactement, exactement. Donc, il y a toute une série de problèmes qui se posent en amont déjà pour cette internationalisation de la recherche, pour cette participation mondiale à la recherche. Les gens font des pieds et des mains. Je n'ai pas aussi mentionné la circulation des scientifiques. Déjà, la question des visas aussi. Les visas, la capacité à aller participer à des colloques, à aller passer 1 mois, 3 mois, 6 mois dans un laboratoire de recherche pour vraiment se remettre à jour et pour vraiment être à point, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui sont nos problèmes à nous tous. Pas seulement dans le tiers-monde ou le monde arabo-musulman ou en Occident, c'est le monde entier et il faudra réfléchir à trouver des solutions. Il y a quelques solutions qui ont été pensées, qui ont été introduites, je pourrais vous dire après, mais elles sont loin d'être suffisantes. Maintenant, dans le monde musulman, il y a un problème encore supplémentaire, qui est cette perception que cette science, elle vient de l'Occident, et que cette science, elle est complètement déconnectée de la religion, de Dieu. Parce que, évidemment, la science moderne, moi, je considère ça comme étant le principe fondamental de la science moderne des derniers siècles, c'est ce qu'on appelle le naturalisme méthodologique. C'est-à-dire que toute l'explication, toute la modélisation, toute la formulation de tous les phénomènes naturels doit se faire sur des bases naturelles. Et qu'on ne fait pas appel au supranaturel, encore moins dire qu'il y a eu des miracles, où il y a eu Dieu qui est intervenu ici ou là. Et donc, moi, je l'ai digéré il y a très longtemps, il n'y a pas de problème. Et il y en a beaucoup d'autres qui l'ont digéré, il n'y a pas de problème. Mais la société, de manière générale, à chaque fois dit, donc vous avez sorti Dieu de tout ça, donc vous ne faites jamais référence à Dieu. Et en plus, quand on commence à introduire des théories, l'évolution étant la plus célèbre, mais il y en a d'autres, qui remettent en cause ou challenge un peu les idées traditionnelles reçues, les gens disent « Ah mais bien sûr, ça vient de l'Occident qui est athée de toute façon ». Enfin, il y a des courts-circuits comme ça, il y a des simplifications qui permettent aux gens de rejeter toute... Fawzia Charfi ne va pas me contredire en disant qu'il y a eu un retour du géocentrisme dernièrement. Il y a eu un retour de la Terre plate. Écoutez, j'ai entendu il y a 2-3 mois une jeune femme, je ne dirais même pas de quel pays, mais du monde arabe, qui devait avoir peut-être 35-40 ans, qui s'est présentée comme docteur en physique, dans une émission de télévision qui est sur YouTube, qu'on peut regarder. Vous connaissez l'arabe, vous pouvez la regarder et apprécier, pendant 1 heure, qui défendait la Terre plate. Voilà, donc moi j'ai tout de suite téléchargé ça pour le garder comme archive. J'ai envie de vous faire réagir parce que c'est marginal quand même. Moi j'en parle aussi, je me bats contre ça, mais comment faire face à ce retour quand même? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça du XXe siècle. Oui, je suis tout à fait de... Mais maintenant, attendez. Non, juste pour dire que c'est pas si marginal que ça. Non, parce que... Non, c'est marginal. Ah, mais attendez. L'année dernière, j'ai écrit, vous avez écrit, je vous ai lu, la thèse qui a été présentée en Tunisie. Le 1er avril 2017. Et c'était pas un poisson d'avril. Non, c'était pas un poisson d'avril. Non, mais c'est sorti le 1er avril. Et 6 mois après, on a quelqu'un qui se présente à la télévision, docteur en physique, et qui défend la Terre plate. Donc, on est en face d'un phénomène. C'est marginal, évidemment, que c'est des cas tellement d'exception. J'ai dit, moi, je l'ai téléchargé parce que c'est un cas d'histoire. Évidemment, je ne dis pas que le monde arabe ou le monde musulman est retombé dans le géocentrisme ou dans l'aplatérisme. Oui, mais il y a une dérive. Il y a une réaction, une dérive, une réaction. Il y a un phénomène qui essaie de rejeter cette science moderne qui est vue comme étant occidentale. C'est ça. Oui, j'en ai parlé hier, je ne vais pas revenir sur... Mais surtout, moi, je voudrais d'abord redire que ça reste marginal et que la thèse n'a pas été soutenue. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même des scientifiques en Tunisie qui ne peuvent pas accepter qu'on puisse soutenir cette thèse. Deuxièmement, le directeur de cette thèse, et ça, c'est une information qui est importante, a été un député d'un parti
qui est proche du parti islamiste, et ça aussi, c'est extrêmement important parce que voilà, la dimension politique est importante, en fait. Et moi, je voudrais plutôt placer ça dans le cadre d'une mondialisation d'un certain type d'obscurantisme qui remet en cause effectivement la science, parce que cette théorie du géocentrisme, c'est ce néo-géocentrisme où il y a une sorte de mélange entre l'attachement au texte sacré et la réinterprétation d'expériences modernes, actuelles, etc., sur la base que la Terre est fixe. Et ce qui est inquiétant, je suis tout à fait d'accord sur... Moi aussi, je suis très inquiète de cette nouvelle conception, entre guillemets, de la science, c'est que voilà, on veut reprendre un certain nombre d'interprétations scientifiques validées par la communauté internationale scientifique, et il s'agit d'Américains, hein, le mouvement catholique néo-géocentrique, donc ce n'est pas spécifique au monde arabe. Mais moi, ce que je voudrais dire sur cette question-là, et c'est pour ça que je reviens au point de départ, parce que quand on parle de progrès scientifique, il me semble que c'est très important qu'il y ait des institutions et que ces institutions justement définissent certaines limites. Vous voyez, lorsqu'aux États-Unis, il a été question avec Trump de toucher au crédit de la recherche scientifique, eh bien, il y a eu un mouvement de l'ensemble des chercheurs américains, ce mouvement qui est lui marche aussi pour la science. Marche pour la science, et qui lui aussi est devenu à l'échelle, est passé à l'échelle internationale. Donc il y a le meilleur et le pire, et je préfère garder le meilleur que le pire. Et ben justement, j'ai envie, avant de donner la parole peut-être à des questions, j'ai envie qu'on aille un peu vers le meilleur, c'est qu'on se rend compte des obstacles. On se rend compte des obstacles financiers, des obstacles politiques, des obstacles dans tous les sens, entre une science qui ne serait qu'occidentale, et puis en Orient ou au Sud, d'autres obstacles. Mais qu'est-ce qu'il y a comme piste, justement, pour redonner confiance dans la science et justement aller vers un dialogue des cultures, vers une science véritablement mondialisée, et plutôt pour le meilleur, comme terreau humain, comme terre d'échange. Qu'est-ce que vous auriez comme piste? Et ensuite, je pense qu'il serait temps de donner la parole à la salle qui veut... Allez-y, Abdou Salam Sall. Quelles sont vos pistes? D'abord, si on citait les difficultés en Afrique pour la science, ça ne manque pas. Mais nous avons proposé ces 5 pistes avec qu'on puisse le mettre partout. Ce n'est pas pour rien que la fondation qu'on a proposée parle de recherche, d'innovation, c'est-à-dire de passer de la science au marché, et de mobilité. Mobilité des chercheurs. De mobilité des chercheurs africains à travers tout le continent, mais de mobilité de la diaspora scientifique africaine à travers tout le continent. Si vous décloisonnez les frontières africaines qui sont issues de la conférence de Berlin, nous tous, personne n'était là-bas, et on a morcelé l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,350 milliard d'habitants. C'est 30 000 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est à cette échelle-là que nous voulons travailler. Et à partir de cet instant, nous pourrons, avec les dispositifs appropriés, corriger très rapidement et infuser la science. Mais cette science n'a de sens que si cette science se met à la disposition des populations. Abraham Lincoln a créé les land grants aux États-Unis durant la guerre de sécession. Donc, durant cette période où nous tous, nous ne nous retrouvons pas, où nous tous, en Afrique, nous ne comptons pas dans les publications, c'est à ce moment qu'on doit prendre les positions stratégiques. Je ne pense pas Sénégal, je pense Afrique. Maintenant, pour dialoguer, il faut être deux. C'est mieux. Je mets au défi qu'on vérifie dans les programmes d'éducation du reste du monde sur la connaissance de l'autre. Est-ce qu'il y a une seule ligne
qui explique l'autre. Qui est l'autre? Qui est l'Africain? Qui est l'Arabe? Pourtant, nous, dans nos programmes, on vous connaît très bien. On connaît votre histoire. On connaît vos guerres. On connaît tout de vous. Mais vous ne nous connaissez pas. À partir de cet instant, il y a une asymétrie qui fait que le dialogue est problématique. Et il y a une rencontre à Fès qui a recommandé fortement qu'on fasse de l'éducation de qualité. C'est-à-dire bien se connaître, mais connaître l'autre. C'est ce qui crée l'altérité et qui permet qu'on puisse exister ensemble et qu'on puisse regarder les qualités des uns pour les emprunter et ne pas insister sur les défauts des autres. Et c'est ça, une des qualités de leader. C'est pour tous vos collaborateurs de vous concentrer sur leurs qualités, de les renforcer et de ne pas regarder les insuffisances, parce que nous tous, on a beaucoup d'insuffisances. Merci Abdou Salam Sall. Faisons connaissance, c'est ça, hein, faisons connaissance de nos connaissances, de nous-mêmes, des autres. Oui, c'est pour ça que je commençais Faouzia. par l'héritage oublié. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, les mondes sont distincts, alors que peut-être il était un peu moins avant. Moi, quand on me qualifie d'arabe, mais je viens d'un pays qui s'appelle la Tunisie. Je suis tunisienne. Donc là aussi, il y a une sorte de... On brouille un peu, finalement, les choses. On fige. On fige, les on met dans des choses. cases. Et je pense que effectivement, ça c'est aussi un des problèmes. Et moi, je veux revenir à un grand personnage tunisien, Khaireddine, fin du dernier quart du 19e siècle. Il disait, le progrès, c'est l'échange. Vous voyez, il y a bien plus d'un siècle. Et c'est magnifique parce qu'il disait autre chose aussi qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il disait, mais nous sommes très malheureux d'avoir à envoyer, les Européens viennent prendre nos ressources, etc., sans que nous les ayons transformées. Donc, ils nous les achètent pour pas grand-chose. Mais il disait ça en 1875, dans son fameux ouvrage sur comment accéder, justement, comment s'en sortir. C'était un traité politique, en fait. Les réformes nécessaires aux pays musulmans. Et donc, il disait, voilà, les Européens viennent acheter, nous leur vendons pour moins que rien, ils les transforment et ils nous les revendent 10 fois plus cher. Mais c'est eux qui fixent les prix. Mais comment? C'est eux qui fixent les prix. Mais c'est eux qui fixent les prix. Mais ça, vous voyez que c'est extraordinaire parce que c'était dit en 1875. On n'a toujours pas changé la donne. Donc, voilà. Comment changer la donne, Comment changer justement, la donne. comment changer Alors la donne. moi, je reprends le mot d'échange, bon, qui est un échange. Un échange, ça veut dire, voilà, il y a deux... Réciproque, il y a deux côtés. réciproque. Il y a une réciprocité. Le partage, évidemment, c'est très important. Et je plaide continuellement pour la mobilité de nos jeunes, parce que ce n'est pas possible de les enfermer dans un pays. Nos jeunes ont besoin aussi de circuler. Donc la circulation, pas seulement dans un sens, mais dans les deux sens. La circulation des hommes et des idées et des femmes hommes et des aussi, bien idées. sûr, hein, Nidal Guessoum. Vos pistes à vous. Oui, moi je voudrais proposer quelques pistes un peu plus concrètes, disons, sur la base de ce qui a été déjà tenté et qui a réussi à un certain degré. Donc, quand on parle de circulation, le problème de la circulation, évidemment, les Occidentaux, tous les pays du monde, le Japon, la Chine, etc., savent que le problème de la circulation, c'est que les gens sont tentés de venir, mais de ne plus repartir. Aux États-Unis, il y a un visa qui s'appelle le J1 visa, le visa J1, qui est un visa d'échange, justement, et qui, lorsqu'on a terminé sa période de recherche ou de séjour, de travail, de quoi que ce soit, on est obligé de repartir et de rester au moins 2 ans dans son pays d'origine avant de ne pouvoir postuler à revenir pour une quelconque raison. Et donc ça peut être, je ne dis pas cette formule exacte, mais quelque chose qui garantit que cette circulation devient vraiment circulation, pas flux migratoire qui ne revient pas, parce que c'est ça le danger. Mais
s'il y a danger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il faut trouver des solutions. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut instaurer une espèce de statut de visa ou statut de circulation pour les scientifiques, au moins. Les jeunes, évidemment, c'est un problème, un plus grand problème. Ils sont par millions qui veulent partir. Souvent, ils sont talentueux, etc. Mais les scientifiques, ils ne sont pas par millions et ils ne veulent pas tous repartir. Moi, j'ai une très, très bonne vie, j'ai un très bon salaire. Je n'ai pas l'intention d'aller m'installer où je veux. Mais je voudrais un visa qui me permette d'aller très rapidement quelque part parce que j'ai une petite invitation rapide ou parce que je dois aller donner une conférence ou passer une semaine parce que je viens d'avoir un peu de temps. Donc ça, il faudrait solutionner ces problèmes qui sont des problèmes très faciles à résoudre. Donc ça, c'est un. Deux, pour ce qui est de la circulation des données, au moins, les Américains, du moins la NASA et un certain nombre de grandes institutions, se sont rendus compte sous la pression que les données doivent devenir publiques internationalement, mondialement, au plus vite. Et donc là, maintenant, il y a beaucoup de projets qui insistent que les données soient publiques dès le premier jour. Dès que les données sont téléchargées du satellite, elles deviennent publiques pour le monde entier. Et certains projets qui se donnent un monopole d'1 an. Bon, donc cette formule de 1 an ou 0 ans ou 1 an et demi ou je ne sais pas, il faudrait discuter, il faudrait que ça s'élargisse pour que les données deviennent accessibles à tout le monde un peu rapidement. Troisièmement, pour ce qui est de la disponibilité des articles et des revues, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a accès qu'à, par exemple, ce qui est publié sur la dernière année, on a typiquement accès que peut-être 20% de ce qui est publié. Après, ça devient un peu plus ouvert parce qu'il y a beaucoup de revues qui donnent accès public après 1 an. Elles disent, bon, les papiers maintenant sont publics. Mais durant l'année qui vient de s'écouler après la publication de l'article, il n'est accessible qu'aux gens qui ont un abonnement. Mais là, les gens ont trouvé des solutions, enfin les scientifiques, certains scientifiques dans certains domaines, ont créé des sites de partage. Et ces sites de partage permettent donc, moi, quand je publie quelque chose, je le mets tout de suite, mon papier. Il y a certaines revues qui Rappelons que ce sont les physiciens qui ont inventé Internet au départ. C'est vrai, et ce sont les physiciens qui font souvent ça. Mais ce n'est pas toujours accepté par toutes les revues. Les revues disent, attendez, non, mais attendez, c'est un papier que nous avons publié, vous n'avez pas le droit de le mettre au public comme ça de votre côté. Mais d'autres qui disent, bon, si vous le mettez parce qu'ils savent que pour l'instant, il reste minime. Donc c'est un problème, et ce problème, il faut le solutionner. Enfin, il faut utiliser un peu les techniques numériques. Hein, ce matin, il y a eu une table ronde ici très intéressante parlant des problèmes que les médias sociaux créent. Aujourd'hui, Facebook est devenu un gros mot. Google, les gens ne se rendent pas compte que Google est encore plus dangereux que Facebook. Parce que Google, avec son YouTube, parce que YouTube fait partie de Google et tout un tas d'outils, mais alors la quantité d'informations qu'ils ont sur nous. Mais hier, je lisais, il y a eu une interview du directeur du FBI il y a 1 an, je crois, ou 2. Hein, c'est un article du Guardian hier, qui, lorsqu'il a été, on lui a posé la question, est-ce que vous mettez un scotch ou quelque chose sur votre caméra de votre portable? Il a dit, hell yes, hell yes. Sûrement, absolument. Que lui, il cache sa caméra. Directeur du FBI, c'est dans le Guardian d'hier. Donc, il y a un problème monstre avec... Mais ça reste, à la fin, l'outil de communication pour tout le monde. C'est le meilleur et le pire, encore une fois. Oui. C'est le meilleur et le pire. Abdou Salam Sall, un mot, puis ensuite on va... Avant de retourner à la salle, 2 propositions pour qu'est-ce que nous pouvons faire. L'une des propositions, j'emprunte ça à Cheikh Anta Diop. Il demande qu'on réécrive l'histoire de l'humanité en la fondant sur l'histoire corroborée par des outils scientifiques. Et il présage que ce serait une très très belle histoire, parce que chacun d'entre nous se retrouverait dans cette histoire. Maintenant, que faire après les journées d'Orléans? Pas tout à fait fini encore. On a 2 défis. Pas tout de suite, je le garde pour après. Oui. Moi, je pense qu'on va faire intervenir la salle. Je voulais provoquer la salle pour voir si ça tient. Allez-y. Provocation, on est d'accord. On a un défi climatique. Et on avait pensé que la conférence de la COP21 en France allait régler le problème jusqu'à ce qu'un président vienne perturber les choses. On va l'appeler Trump, hein? Un président. Je ne veux pas être arrêté avant de rentrer chez moi. On a un autre défi. C'est le défi de compréhension mutuelle.
à cause des guerres qui se sont développées dans la région, vous recevez énormément de monde et se développe un sentiment de rejet. Est-ce qu'on peut adresser ces deux questions pour le monde de demain? Nous vous proposons la réalisation par nos étudiants du monde entier de la Grande Muraille Verte, qui est un rideau d'arbres qui partira de la côte ouest de l'Afrique vers la côte est de l'Afrique. 7000 km sur 15 km de large. J'y avais engagé nos étudiants à l'Université de Dakar. Et ils avaient réalisé quelque chose de magnifique. Et ils invitaient leurs pairs du monde entier. Tous les jeunes qui y participaient retournaient chez eux avec une claire conscience de ce que doit être le monde de mutuelle compréhension. Est-ce qu'on peut s'y lancer? Lançons-nous dans la muraille verte pour traverser l'Afrique. Mais avant, posons-nous quelques questions, madame. Vous avez le micro qui vous arrive. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord sur la question de la recherche scientifique et comment transmettre aux humains et à tous. Par contre, alors bon, ça fait appel à, je crois, à plusieurs problématiques. Là, déjà, la relation nord-sud, puisque nous, on a la chance de pouvoir se soigner, d'avoir des médicaments et trop. Il y a des pays comme beaucoup en Afrique où les gens ne peuvent même pas se soigner. Donc le monsieur de Dakar, là, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit, moi, je dois au père tel pays qui m'a permis de faire mes études. Comment redonner au fils? Moi, j'ai fait des missions au Mali et au Burkina pour la santé et l'éducation. Je vois que le problème aussi, dans la brousse, c'est que pour tout ce qui est des décisions à prendre, il faut le comité de gestion. Les jeunes n'ont pas la parole et lorsqu'ils sont partis de la brousse et qu'ils reviennent au village, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Donc je me demande comment on peut faire évoluer les choses de cette façon. C'est peut-être pas général dans toute l'Afrique. En tout cas, au Burkina et au Mali, c'est comme ça. Au Nord Mali, là où je suis allée, au Burkina, voilà. Pour ce qui est aussi des soins, au Burkina, il m'est arrivé d'accompagner un jeune qui était malade à l'hôpital. Eh bien franchement, hein, moi, si j'avais dû mettre un pied là-dedans, je serais sortie malade, parce que ça ne va pas du tout. Il y a aussi la problématique de plein d'ONG qui ont mis des bâtiments, des dispensaires et des choses comme ça, qui ont posé là des bâtiments sans que personne puisse s'en occuper, à tel point que maintenant ce sont les ânes et les animaux qui rentrent dedans. Donc tout ça, ça serait à voir dans un ensemble. Et après, comment faire en sorte que les pays du Nord puissent aider ceux du Sud à se soigner, puisque on peut, par exemple, le palu, ça peut très bien être pris en charge en Afrique, sauf que les gens, ils n'ont pas les moyens de se soigner. Alors, professeur Abdou Salam, le discours, oui, c'est bien, mais au quotidien, sur place, on fait comment faire passer aux jeunes, donc comment arriver à faire bouger les choses dans une Afrique dont la démographie est effectivement galopante. Voilà, comment passer le relais. Mais elle devait continuer, hein. Je la félicite pour ses réflexions pertinentes. Mais elle devait continuer. Parce que moi, je suis venu par Air France. Air France fait le plein sur l'Afrique, dans toutes ses lignes. Qui a organisé la faillite de Air Afrique? Nos produits, nos ressources naturelles que nous avons, que nous vendons, qui en fixent le prix. Oui, il y a des difficultés. Mais je vous invite à Podor. Nous avons au Sénégal, créé, à Podor, au Sénégal. Au Sénégal. Par la volonté de ma mère, avant de mourir, elle m'a demandé de m'investir. Et ce que je savais faire, c'est la distribution de la connaissance. Par mes propres efforts, pas les efforts de l'État. On a construit un centre socio-éducatif avec une radio communautaire pour partager la science entre nous et les communautés. Oui, nous n'avons pas suffisamment fait. Et ça, je suis d'accord avec vous.
Au niveau des universités, nous n'avons pas suffisamment fait. Au niveau des États, vous avez réussi la décolonisation. Oui, nous sommes libres. Mais l'essentiel de nos économies sont entre encore les mains des Européens, des Français. On nous a dit que les institutions de Bretton Woods, il nous faut un partenaire stratégique dans les télécommunications. On avait la Sonatel qui marchait très bien. Orange est venu comme partenaire stratégique. Aujourd'hui, l'essentiel des gains va à Orange. Voilà la situation. Elle est très complexe. Nous tous, nous sommes responsables. Est-ce que nous travaillons pour l'humain ou nous travaillons pour certains? Attention, attention. Aujourd'hui, les locuteurs en français, pour 52% dans le monde, sont en Afrique. Essayons de nous comprendre mutuellement. Essayons de ne pas jeter l'anathème sur qui que ce soit. Essayons de reconstruire à partir d'un humanisme réinventé et d'un humanisme conforme à nos intelligences. Voilà les perspectives. Oui, nous avons des responsabilités, nous les assumons, mais nous comptons aussi défrayer et ouvrir d'autres pistes pour avancer davantage. Et oui, le monde est complexe. Nidal Guessoum. Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi une responsabilité à assumer par la communauté scientifique elle-même et par la société mondiale de manière générale, à essayer de remondialiser les agendas de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde participe à définir quelles sont les priorités et quels sont les axes qui sont vraiment urgents. Si vous parlez aux gens un peu partout dans le monde, surtout en Afrique et en Asie, ils vous diront le problème le plus important, c'est le problème de l'eau. On n'a pas assez d'eau potable, disponible, un peu partout. Il y a dans beaucoup de pays une espèce un rationnement de l'eau, et trouvez-nous des solutions un peu plus faciles et un peu moins chères. Donc ça, et il y a d'autres problèmes. Tout à l'heure, dans votre session précédente, Federica parlait d'une maladie dont moi, j'avais jamais entendu parler. Elle a dit que c'est la deuxième plus grande... Leishmaniose, qui est la plus importante, deuxième plus importante en Afrique ou dans le tiers-monde. Et elle a dit, elle-même, vous, le public ici présent, vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que ça ne nous touche pas. Et si ça ne nous touche pas, on ne fera pas de recherche dessus. Eh bien, il faut faire de la recherche dessus si elle touche des millions de personnes. Donc il faut que les questions se posent ailleurs aussi, viennent du Sud, qu'elles soient mondialisées. Mondialement, voilà. Et qu'il y ait participation et pression de la société mondiale. La mondialisation, ce n'est pas que le flux de l'argent et le flux des marchandises. Cette mondialisation-là, elle s'est faite et elle a fait beaucoup de mal. Mais la vraie mondialisation des besoins, des valeurs, de l'échange, etc., elle n'a pas encore commencé. C'est ça ce qu'il faut. Celle que nous appelons nos voeux, Faouzia. Bon, moi je pense qu'il y a une responsabilité des politiques. C'est ça le problème. C'est que commençons déjà par être exigeants par rapport aux politiques, aux hommes politiques qui nous gouvernent. Moi, tout à l'heure, je parlais des problèmes dans le domaine de l'agriculture en Tunisie. C'est quand même terrible de voir cette pauvreté des semences actuelles, par exemple, de pastèques. Bon, tout le monde mange les pastèques. C'est terrible, alors qu'il y a 40 ans, il y avait une variété de pastèques extraordinaire. À la session précédente, on parlait de diversité. Effectivement. Mais là... le problème de la démocratie est en jeu, parce que tant qu'il n'y a pas pression sur les politiques, vous voyez, on est quand même piégé. Vous êtes d'accord que, en tout cas au Sénégal, je ne sais pas en Tunisie, les plus compétents ne vont pas faire la politique. Voilà, bon. Alors, parce que pour faire les plus compétents, ils font de la recherche, moi je pense. Il faut distribuer de l'argent. Les plus compétents font de la recherche. Et toute la question, vous voyez, hier, monsieur professeur Kahn parlait des politiques et du fait qu'il y a en France des comités d'éthique, etc. Il faut que les hommes politiques dans nos pays aient plus confiance dans ceux qui ont la capacité de donner des points de vue scientifiques. Mais bon, on sait très bien que malheureusement, il y a d'autres problèmes. Je ne vais pas les dire parce que Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vois pas mal de mains qui se lèvent.
Oui, bonjour. Comme solution, on a proposé le partage, la mobilité, la circulation des données. Moi, je dirais de façon peut-être un peu plus générique, la coopération. Mais une vraie coopération. Une vraie coopération. Pour reparler de la Tunisie fait partie elle a adhéré au projet européen de recherche scientifique H2020 et c'est une excellente chose. La Tunisie a aussi adhéré à Europe créative pour le soutien de l'audiovisuel et de la culture. C'est aussi une excellente chose. Mais des initiatives comme ça, il faut à mon avis, les appuyer, faire en sorte qu'elles se généralisent, qu'elles touchent plus de pays, qu'elles créent de véritables synergies. Voilà. Une vraie coopération, de vrais échanges. Et les échanges africains. La Tunisie est un pays africain. Je voulais demander aux Tunisiens, est-ce qu'ils sont polarisés nord ou sud? Parce que moi, ma perspective, elle est pour vous, c'est le nord, hein? La Tunisie, c'est le nord. Non, si la Tunisie est tournée vers la Méditerranée ou bien la Tunisie regarde ce qu'on peut faire ensemble en Afrique et pour faire circuler les choses. L'Afrique a allé dans toutes les institutions les meilleures au monde. Vous trouverez des Africains de première, de deuxième ou de troisième génération. Nous n'avons pas... L'ONU avait créé le top 10. Ça a été mal utilisé. C'est le transfer of knowledge through immigration. Ça a été mal utilisé par nos États. Carnegie vient de mettre énormément d'argent pour que l'Afrique bénéficie de sa diaspora aux États-Unis. Mais Carnegie a donné la gestion de cet argent au Fulbright Programme. Quel est notre outil stratégique pour travailler en tant qu'Africains? Ce que nous voulons faire, la coopération ne pourra pas donner cela. Je viens de donner le budget de la National Science Foundation, le cyclotron qu'il y a en Suisse. Mais il est clair que si nous voulons avoir un accélérateur de particules en Afrique, aucun pays au monde ne va nous donner ça. Essayons de monter et de regarder. Je n'ai pas dit que vous êtes totalement tourné vers le nord. Je me pose la question. Il y a d'autres questions? Non, la Tunisie commence maintenant à réaliser qu'elle... Non, mais c'est vrai. Non, pas seulement son intérêt, mais voilà, que quand on parle d'échange, ça doit être aussi l'échange. Bon, échange dans tous les sens. Échange, voilà. Partage de connaissances. On peut prendre encore une ou deux questions. Oui, merci beaucoup pour ce débat et échange d'idées donc très très pertinent, très très fort. Je voudrais juste donc en fait faire deux remarques et une question. Les remarques en fait c'est plutôt interrogation. Les interlocuteurs en fait ont beaucoup parlé donc en fait de recherche scientifique. Or la science et la recherche scientifique c'est deux sujets en fait totalement différents. La science c'est la connaissance donc une vérité établie. Alors que la recherche scientifique, c'est une recherche en fait sur un sujet et la relation à la culture, en fait, souvent nos cultures, par rapport à des connaissances qui sont donc établies, il y a très peu d'opposition donc des cultures par rapport au savoir. Et il y a même donc beaucoup de savoirs en fait locaux qu'il faut aussi valoriser et développer en tant que science et ne trouve pas donc écho dans les médias. Donc ça, c'est un sujet donc aussi important. La deuxième remarque, c'est sur la relation science-technologie. Science, donc, effectivement, elle a besoin d'un temps très lent, alors que la technologie avance très vite. Or, donc, en fait, ce qu'on fait, donc, des technologies et des usages qui donnent une idée, donc, en fait, fausse, donc, en fait, je dirais, donc, en fait, sur la science, l'acceptabilité sociale qui, peut-être, donc, en fait, reste donc, à démontrer pour certains pays. La question, donc, de fond, c'est comment faire en sorte, en fait, que la science reste toujours, effectivement, un enjeu à la fois donc, comme un bien commun pour l'humanité, mais aussi donc, l'équilibre avec le développement pour l'humanité aussi. Parce que on voit quand même depuis les dernières années, depuis les dernières 20 années, on voit quand même beaucoup l'orientation de la science pour des enjeux de compétitivité, pour développer effectivement donc, plus de science, pour transférer vers le monde économique.
des universités, mais on ne parle pas suffisamment de la question aussi donc, de sciences comme bien commun à diffuser vers la société civile, société, donc en fait, voilà, connaissance donc, de tout le monde. Et c'est un indicateur qu'on doit donc en fait mettre pour nos universités, pour nos laboratoires, qui est aussi important à mon avis que le dépôt de brevets ou le transfert de technologie, parce que le savoir donc en fait à diffuser vers la société civile. Pour ma part, donc en fait, je considère que c'est beaucoup plus important qu'une technologie qu'on diffuse en fait à une société. Il en faut, bien entendu, mais il faut aussi en fait du transfert vers la société civile. Merci pour cette énorme question qui rouvrirait peut-être une bonne heure de débat. Faouzia Charfi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que tout à l'heure, si j'ai insisté sur le politique, c'est que souvent, le politique dans nos pays, en fait, sont plus intéressés par les aspects utilitaires, on va dire, de la science. Même Bourguiba, qui a été un grand chef d'État, etc., souvent, lorsqu'il parlait de la science, il parlait de l'aspect pratique de la science. Bon, il a encouragé le savoir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'effectivement, la question du savoir scientifique, elle est du savoir pour le savoir, est fondamentale. Et là où nous pouvons nous regretter, en tout cas moi dans mon pays, en Tunisie, ce que je regrette, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se sont passées depuis la révolution de 2011, mais il y a une question sur laquelle on n'a pas tellement parler, c'est la question de la culture, du savoir, etc. Et comment faire en sorte que, voilà, on ait en partage une vraie culture scientifique. Une vraie culture scientifique, indépendamment des et qui effectivement est liée à tous les savoirs traditionnels et aujourd'hui beaucoup plus récents. Quand je parlais de l'agriculture tout à l'heure, c'était aussi par rapport au savoir traditionnel qui était extrêmement important. Oui, alors concernant la première remarque, si on a, évidemment, bien sûr, la science et la recherche scientifique ne sont pas synonymes, c'est évidemment. Mais si on a insisté et axé un peu notre discussion sur la recherche scientifique, c'est parce que le thème de la session était le progrès scientifique. Et le progrès scientifique ne se fait que par la recherche scientifique, par la création de nouveaux savoirs. Et ce qui fait le progrès scientifique. Donc on a discuté de comment le progrès scientifique se fait et le dialogue des cultures, etc. Ce n'est pas pour réduire la science à la recherche scientifique. Pour la culture scientifique, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous qu'il y a un énorme besoin et une énorme responsabilité. Entre parenthèses, partout dans le monde. Hein. Partout dans le monde. Et moi, si j'insiste toujours sur la responsabilité de la communauté scientifique, c'est parce que je veux m'interpeller d'abord, avant d'interpeller les autres. Hein, évidemment, j'ai dit tout à l'heure que les gouvernements doivent instaurer certaines régulations pour faciliter, etc. Les médias doivent faciliter, etc. Mais la communauté scientifique ne fait pas assez. Ne fait pas du tout assez. Par exemple, la NASA, je ne sais plus aujourd'hui, mais j'avais travaillé pendant 2 ans à la NASA il y a maintenant plus de 20 ans. À l'époque, insistait que chaque projet de recherche scientifique devait dépenser au moins 2% de son budget sur ce qu'ils appelaient outreach, c'est-à-dire la diffusion dans la société générale. Et aujourd'hui, je connais des fondations avec lesquelles je travaille, sur lesquelles je suis consultant ou advisor, etc., qui insistent que 10% du budget du projet qui est alloué à n'importe quel projet soit dédié à ce qu'ils appellent public engagement, c'est-à-dire avec l'engagement du reste de la société. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que la société fasse pression sur les gouvernements, mais aussi sur la société, sur la communauté scientifique, pour que la communauté scientifique prenne conscience des sujets sur lesquels elle doit s'axer, et quels sont les débats, et quels sont les besoins, et où sont les failles. C'est aussi une défaite de la communauté scientifique si on commence à voir un retour du géocentrisme ou autre. Je blâme pas la société comme ça. La société, elle n'obtient son savoir où le savoir vient. Et la nature a horreur du vide. Donc si nous, on n'est pas là pour diffuser le savoir correct, eh bien, il y aura des charlatans qui diffuseront ce qu'ils voudront. Oui, je crois que vraiment, il a dit l'essentiel. Nous autres, enseignants des universités, nous avons 3 responsabilités. La première responsabilité qui est fondamentale, c'est la recherche. Qu'on fasse tout, la meilleure recherche possible en fonction de l'environnement et des relations que nous avons. La seconde responsabilité, elle est pédagogique. C'est comment transmettre cela à ceux qui veulent apprendre. La troisième responsabilité,
c'est les services à la société. Mais est-ce que vous savez, Caroline, à Dakar, dans l'avancement au choix des enseignants, ces 3 paramètres sont crédités? Chez nous aussi. Si vous ne faites pas de service à la société, vous avez 0. Et à l'université de Virginia Tech, dans l'engagement de l'enseignant, les services à la société sont marqués là-dedans. L'enseignant doit aller périodiquement dans la société pour susciter la science et attirer vers la science. Hier ou avant-hier, on a parlé beaucoup de mathématiques, etc., de jeunes qui ne s'engagent pas dans la science. Qu'est-ce que nous faisons pour les attirer vers la science? Qu'est-ce que nous faisons pour leur montrer que les plus nuls doivent être bons en mathématiques? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vos constructions de phrases, etc., c'est vraiment tellement complexe que si vous le maîtrisez, vous devez maîtriser les mathématiques. Voilà le langage qu'on doit tenir aux uns et aux autres pour faire avancer les choses. Comment échanger nos connaissances? Moi, je trouve qu'on pourrait achever ça là-dessus. Vraiment, c'est une belle phrase. Et pour renchérir sur ce que vous venez de dire, moi, je reviens du Rwanda à Kigali, où il y avait une grosse réunion de scientifiques panafricains, de chercheurs qui essayent justement de transmettre leurs connaissances. Et j'ai croisé un physicien originaire de République démocratique du Congo, un physicien très pointu, qui était à Harvard, qui est dans une autre université aujourd'hui, et qui enseigne à des jeunes filles en République démocratique du Congo. Il les a pris au plus bas niveau, les mathématiques. Et maintenant, ces jeunes filles échangent avec lui grâce à Internet, pas Skype, et commencent même à corriger ses erreurs. Voilà, c'est peut-être ça, l'échange et le partage des connaissances. Merci à tous.